Alors, on va démarrer la dernière table ronde de la matinée. Et Guy nous a demandé de faire quelque chose qui sorte un peu de, on va dire un peu de l'ordinaire. Je voulais commencer un peu à introduire cette question de la qualité en reprenant un exemple qui vient de la table ronde précédente, qui est celui donné par le président de l'AFU et Emmanuel Delataille, en lui disant que pour moi, la qualité des soins, si j'étais malade, ce serait que le chirurgien qui m'opère sur une chirurgie prostatique et qui me rend incontinent et impuissant soit condamné à se faire opérer par un confrère qui soit plus médiocre que lui. Et je pense que ça va changer toute la vue sur la qualité des choses, la qualité des soins, la qualité de la prise en charge, et qu'on va arriver peut-être un jour à faire bouger les choses de manière positive. Mais surtout, pour préparer cette table ronde, ce qui m'avait frappé, c'était le fait de savoir si éventuellement la notion de qualité des soins était quelque chose de consensuel. Est-ce qu'on mesure la qualité des soins tous de la même manière, c'est-à-dire les patients, les professionnels de santé, les institutions, et je subodore la réponse. Et je vais commencer par passer la parole à Françoise, justement pour dire ce qu'elle pense de la façon dont on mesure la qualité des soins. Est-ce que ça correspond à ce qu'attendent les patients à l'heure actuelle dans le système ? Est-ce que les patients sont contents ? Est-ce qu'ils sont comblés ? Est-ce qu'il y a un bon usage du système de santé ? Bon, la réponse, c'est non. Hein. Et pourtant, on entend dire qu'il faut faire avec les patients. Et bien évidemment, on a bien compris, et ça je remercie tous, que les patients ne sont pas un alibi et que c'est toujours à la portée de chacun et de tous de pouvoir faire en sorte que le patient, dont nous sommes tous, il y a 30% de la population qui est malade, et on va voir qu'en fait, voilà, on est tous concernés. Il y a un point quand même très particulier, ça c'est le premier, c'est que le patient il est vulnérable et qu'il vit son parcours de façon difficile. Je dirais même c'est le chaos. J'en veux pour preuve, 6 personnes avant même 9h sont venues me voir pour me dire combien, et il y a des décideurs bien sûr, hein, parmi ces 6 personnes, ce sont des décideurs, et m'ont dit ça s'est très très mal passé. Très mal passé mon parcours, ça s'est très mal passé ma chirurgie. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un problème crucial sur le terrain. Je vais prendre un autre exemple qui est l'éducation thérapeutique. On a bien vu que ça a été fait de manière descendante. Finalement, ça n'a pas comblé le fossé. Les patients ne sont pas satisfaits. D'ailleurs, ça ne marche pas bien. Il y a très peu, 0,3% des patients atteints de maladies chroniques qui en bénéficient. Là, je rebondirai sur l'intelligence artificielle parce qu'il faudra en parler. Je voudrais parler d'un voyage en Chine où moi j'ai été très frappée des patients chinois qui recevaient une médaille concernant la qualité de vie et leur expérience de patient. Et bien, ces patients, ce n'étaient pas du tout des malades, c'était des patients en bonne santé et qui étaient couronnés avec une belle étoile rouge, bien sûr, on s'en doute, comme étant en effet les patients exemplaires. Et c'est parce qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils avaient en effet été versés avec leurs praticiens, avec l'organisation des soins, notamment dans la prévention. Moi, j'ai été très frappée aussi d'entendre Étienne Mendiel qui disait voilà, il y a un patient qui m'a dit j'étais appelé 3 fois. Bon, quand on sait que 2% des patients sont appelés et que tous les autres ne sont jamais appelés, là, ça pose question. Donc, moi, je dirais que sur le terrain, il y a beaucoup de choses à faire en sachant que le patient qui vit son parcours de santé de manière chaotique, en fait, il comprend très bien, il est à l'affût. Je l'ai dit, sa vulnérabilité est grande. Hein, dans le moi-peau de Didier Anzieux, dès qu'on rencontre un symptôme ou dès qu'on rencontre le bistouri, le médicament, très symbolique pour autant. Mais voilà cette vulnérabilité du malade. Et en fait, il y a un manque, en effet, de coordination. On l'a dit, souvent c'est le malade qui est coordinateur. Donc ça veut dire que ça ne va pas. Je ne parle même pas du manque d'empathie. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des études qui montrent que pour aller mieux, et là pour économiser des coûts, pas simplement dans la douleur, mais la douleur est un vrai sujet. Il y a 20 millions de patients douloureux chroniques en France, 70% estiment ne pas être soulagés. L'empathie, ça fait partie, à côté de la coordination, à côté des recommandations qui sont souvent bien difficiles à vivre, ça fait partie de ce qui peut se passer sur le terrain. Et puis, dernier point, c'est l'anxiété. Il y a une anxiété, on l'a vu, il y a une anxiété des tutelles, des institutionnels, moi que je connais bien, je travaille avec eux, on travaille avec eux. Il y a une anxiété des patients, de la population. J'ai entendu le mot population
Et la population, c'est nous, hein, bien sûr. Une anxiété de la population et une anxiété des professionnels de santé. Pas simplement des médecins, mais des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, etc. Et ça n'est pas bon. En plus, sans parler de l'éco-anxiété dont a parlé Anne-Marie Armenteras. Donc tout ça fait le lit que cette anxiété va bloquer les responsabilités, va bloquer la réalité même, et qu'il y a des difficultés à se parler. Voilà. Pour terminer, je souhaite parler de la bientraitance, parce que je pense qu'il vaut mieux en parler sous cet angle-là. Est-ce que notre système de santé, notre organisation de santé, et est-ce que les patients jugent que cela est bien traitant? Là encore, la réponse, elle est non. Donc, vous voyez qu'il y a actuellement une problématique, il faut qu'on se regarde en face. Il ne faut pas avoir peur de dire, sans parler de la culpabilité, mais qu'il y a des responsabilités. Donc, sur le terrain, en vie réelle, le chantier est ouvert. On va y revenir, et je pense que c'est tout à fait important, mais c'est pour ça que je voulais que tu prennes la parole tout d'abord, parce que on va voir que les choses ne sont pas aussi simples. Quand on est président de la FNI, le seul syndicat d'infirmiers qui ne se soit pas opposé... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Bon, en tout cas, c'est le principal qui ne soit pas opposé au fait que les aides-soignantes puissent acquérir une formation complémentaire. Je dis ça parce que je voulais redresser cette information. Qu'est-ce qui fait la qualité des soins? Comment on la mesure? Est-ce que c'est simplement le soin infirmier, ou est-ce que c'est le soin dans sa continuité, sa coordination, sa cohérence au sein des CPTS, au sein d'un territoire de santé? En propos liminaire, moi, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est qu'on ne peut pas en fait appréhender cette notion de qualité, sans parler de l'écosystème dans lequel on réalise l'activité, ça c'est la première chose, et de l'organisation qui porte en tout cas ces soins. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut poser dès le départ, et ça a d'ailleurs été repris dans les tables rondes précédentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est comment, dans ce système, les acteurs s'organisent pour mesurer cette qualité. Et on ne peut pas parler de mesure de qualité sans parler de qui mesure la qualité. Et aujourd'hui, dire qu'on va mesurer la qualité sans avoir défini quels seront les acteurs qui vont la mesurer, c'est quelque part, en fait, opérer ce qu'on appelle une construction faîtière, c'est-à-dire on commence par le toit avant de mettre les fondations. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour commencer. Derrière, effectivement, il y a des choses à dire sur des velléités, en tout cas, de la technostructure, sans que ce soit péjoratif, hein, mais à mettre en place ce qu'on appelle des guichets uniques. Et les guichets uniques, en fait, ont quelques particularités, surtout chez nous, c'est qu'elles ont une vision peut-être un peu structurocentrée de ce que peut être l'activité des soignants. Et dans le cadre d'une stratégie nationale de santé où l'approche domiciliaire aujourd'hui est prônée, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Je vous pose juste un exemple. Parler de soins aseptiques chez un patient à domicile atteint du syndrome de Diogène, ce n'est pas la même chose que de parler en fait de soins aseptiques dans un bloc opératoire à l'hôpital. Donc il y a ces questions-là qu'il faut qu'on se pose, et donc prise en compte de l'environnement, de l'écosystème et des organisations. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Frédéric Picard, qui est chirurgien en Écosse, et il va faire un peu le Candide au pays de Rousseau, puisque ici en France tout se passe bien, mais quand on a discuté sur la façon dont ça se passe en Écosse en ce qui concerne l'évaluation des qualités, moi je suis quand même resté un peu sur les fesses. Alors tout ne se passe pas forcément très très bien d'après ce que je viens d'entendre, mais oui, je voudrais rapporter juste mon expérience. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans le plus grand établissement de chirurgie réglée en Grande-Bretagne, et il est basé en Écosse, il est à Glasgow, et il prend en charge des patients de l'ensemble de l'Écosse, donc 5 millions d'habitants. Et bien sûr, la mesure de la qualité, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et ça a été fondamental dès le début. Cet hôpital a principalement 4 types de spécialités: chirurgie orthopédique, uniquement, il n'y a pas de traumatologie. Il y a la chirurgie cardiaque qui prend en charge en gros la moitié ouest de l'Écosse. Il y a de la chirurgie cardio-thoracique,
et enfin de la chirurgie ophtalmo, principalement pour les cataractes et le reste. Et cet hôpital a été acheté par la NHS Écosse en 2003 par le gouvernement dans le but d'absorber les non fameuses listes d'attente dont vous avez certainement entendu parler, qui recommence à augmenter terriblement dans toute la Grande-Bretagne. C'est pour ça que la NHS n'a pas bonne publicité en ce moment, en tout cas dans les médias. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis arrivé en 2003, il y avait des patients qui avaient attendu 5 ans leur prothèse. Donc ils étaient dans un état absolument catastrophique, comme vous pouvez l'imaginer, avec dépression, hypertension artérielle, diabète, obésité et bien sûr les douleurs effroyables. Donc le gouvernement a fait feu de tout bois pour trouver des solutions. Et l'une de ces solutions, ça a été de racheter cet hôpital, parce que c'était un hôpital privé dans lequel il y a un hôtel 4 étoiles, dans lequel il y a un centre de conférence, donc tout à fait moderne. Et ils ont fait venir petit à petit tous les patients qui n'étaient pas opérés après 3 mois, quels que soient les trusts, c'est-à-dire les hôpitaux d'Écosse. Ça peut être Inverness, Édimbourg, enfin. Et donc, la qualité a dû être mesurée d'emblée, parce que imaginez que, par exemple, dans la région PACA, eh bien, tous les patients qui pourraient bénéficier d'une prothèse de hanche ou de genou puissent se retrouver à se faire opérer à Nice. Et bien évidemment, si ces personnes viennent de Montpellier ou Marseille, il faut être certain que, premièrement, le patient soit content, deuxièmement, que le staff qui va s'en occuper soit compétent, et que, troisièmement, l'institution est capable d'assurer toutes les complications, les erreurs, et donc il fallait absolument mesurer tout ça. Et donc, je vais reprendre très rapidement. Pour le patient, c'était fondamental, c'était le premier des critères. Donc les patients ont tous, dès le début et encore maintenant, reçu des questionnaires qui leur permettaient de dire s'ils étaient satisfaits, non seulement des soins, mais aussi de l'alimentation, de la prise en charge, enfin bref, tout ce que l'on connaît, qui sont les critères qu'on utilise dans les hôpitaux. Et je peux vous dire, ça va vous surprendre sans doute, mais le taux de satisfaction des patients est de 98%. Encore, maintenant, malgré le Covid. Le staff, et là, le staff, comme on a entendu parler précédemment, et il y a bien sûr quelque chose de fondamental qui est l'organisation, sur laquelle on a déjà longuement discuté, et c'était très intéressant, toutes les réflexions que j'ai entendues ce matin. La formation, qui est absolument fondamentale, et pour vous donner une idée, tous les praticiens sont évalués tous les ans. J'ai une évaluation obligatoire qui est faite, qui est indépendante, et tous les 5 ans, j'ai une revalidation. Si ma revalidation n'est pas faite, je n'ai pas ma licence, c'est-à-dire je ne peux pas pratiquer. C'est le GMC, c'est le General Medical Council, c'est comme en France, le Conseil de l'Ordre, eh bien, ne me donnerait pas le droit de faire. C'est le cas pour tous les praticiens. L'équipe, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et ça a été... c'est en permanence audité, donc on vérifie que les équipes fonctionnent et qu'elles travaillent en bonne coordination, particulièrement parce que les patients ne restent pas longtemps à l'hôpital. Pour une prothèse de hanche, maintenant, c'est moins de 48 heures, prothèse de genou, moins de 3 jours. Les évaluations, elles sont permanentes, et les évaluations se font non seulement au niveau local. Par exemple, quand il y a des soucis pendant une intervention chirurgicale, eh bien, le personnel peut très bien remplir un DTEX form qui va être revu après. Et enfin, l'évaluation, elle est faite au niveau de l'institution. Et pour les chirurgies, la chirurgie prothétique, c'est au niveau national. Ça s'appelle le Scottish Arthroplasty Project. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est en fait un registre des prothèses où toutes les prothèses sont enregistrées de chaque établissement et comparées. Et donc, nous recevons nos données
Et si, par exemple, il m'arrive que j'ai 3 luxations en l'espace d'un mois, eh bien, on va me demander des explications et je vais devoir revoir chacun de ces dossiers, donner des explications et trouver des solutions. Alors, ce n'est pas pour me blâmer ou ce n'est pas pour blâmer le praticien, c'est pour que le praticien fasse des progrès et comprenne un peu ce qui s'est passé. Voilà, en résumé, je ne veux pas monopoliser la parole, mais en gros, donc les mesures sont au niveau du patient, au niveau bien sûr des staffs et au niveau de l'institution aussi. Et c'est un espèce d'aller-retour permanent entre les évaluations, la formation et la progression de l'ensemble de la qualité médicale. Et en plus, tu me disais que ça allait dans un process qui était un process positif. Oui, tout à fait. On n'était pas à la recherche de la sanction, Non, on était à la recherche de l'amélioration globale du système. Absolument. Fabienne, par rapport à l'expérience de Frédéric, par rapport à ce que tu connais de la France, la Haute Autorité a fait un grand virage sur la qualité des soins. Il y a eu une lettre de mission d'Olivier Véran il y a quelques années, je crois que c'était 2021, qui demandait justement à prendre de plus en plus en compte la qualité des soins, la qualité de vie des patients. L'AHS le perçoit comment, ce problème, et veut apporter quelle solution? Alors, c'est très bien parce que dans l'ensemble des tables rondes jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'AHS et de ses outils, parce qu'évidemment, c'est dans le cœur de métiers de la Haute Autorité de Santé de mesurer la qualité, la pertinence, la sécurité des soins. Et donc, c'est fait au travers de beaucoup de choses. C'est fait d'abord en partenariat avec les usagers, les patients, bien sûr, mais tous les usagers, puisqu'on a aussi les établissements sociaux, médico-sociaux dans notre champ de compétences, mais bien sûr avec les professionnels, avec les équipes, je ne dirais pas qu'avec les professionnels de santé, l'ensemble des équipes qui sont autour du métier du soin ou de l'accompagnement de l'usager, et avec effectivement une réflexion d'avoir le plus de transparence, d'indépendance et de rigueur, qui sont les 3 grandes valeurs de la Haute Autorité de Santé, qui sont au cœur de nos missions. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai que l'expérience qui vient d'être relatée sur l'Écosse nous parle beaucoup, puisque vous savez qu'on a beaucoup d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins. On en développe plus d'une 50aine, dont un certain nombre font partie de cet acronyme terrible. On m'a dit de ne pas utiliser d'acronyme, mais je vais le développer. C'est l'IFAC, donc c'est l'indicateur qui est de financement à la qualité, qui au départ était un indicateur qui était mis en place justement pour qu'au-delà des incitations d'exemple, telles que citait monsieur, c'est-à-dire qu'en gros, quand on construit un indicateur avec les usagers et avec les équipes, l'idée justement c'est de leur restituer, puisqu'il faut qu'ils reviennent au dossier du patient, souvent, en effet de leur restituer pour savoir comment s'améliorer. C'est absolument pas le sujet, n'est pas un sujet de sanction, le sujet c'est un sujet d'information, de transparence, puisqu'en fait pour s'améliorer, soit on se compare avec soi-même, ce que je fais dans le temps, et comment je m'améliore, soit on se compare aussi avec d'autres équipes qui font des choses un peu similaires aux siennes. Donc tout ça, ça résonne beaucoup. Et c'est vrai que cet indicateur de financement à la qualité des soins, au départ, peut-être que Marie en reparlera tout à l'heure, mais c'est un indicateur qui était fait pour inciter l'ensemble de l'institution à s'engager sur le chemin de la qualité, avec au départ des financements additionnels. Maintenant, malheureusement, le système est devenu un système, comme on a un système très centralisé, ça peut donner le sentiment aux équipes, aux usagers justement de quelque chose d'un peu trop technocratique, agrégé, qui nuit à la transparence et à la bonne compréhension de ce dispositif. Mais c'est un sujet qui est toujours sur l'établi et sur lequel on travaille. Alors peut-être on a beaucoup de choses effectivement qui sont développées à la Haute Autorité de Santé, donc il en a été question dans plusieurs tables rondes. Donc notamment sur la certification des établissements de santé, qui est un des cœurs de métier de la Haute Autorité de Santé, puisque l'ensemble des établissements de santé sont certifiés par la HAS. On en est à la 5e version de cette certification, avec un patient traceur, entre guillemets. Justement, on est sur le parcours du patient,
On inclut aussi les patients dans tout notre processus justement de certification. Et à chaque nouvelle version de la certification, justement, il y a un retour d'expérience pour, dans la version suivante, mieux prendre en compte les attentes de toutes les équipes qui ont été rencontrées par nos experts visiteurs. Juste pour vous donner une volumétrie, on en est à peu près à la 1000e visite de certification. Il y a 2500 établissements en France. C'est directement réalisé par nous. Et dans cette visite, j'essaie de parler moins fort, dans ces visites, il y a à peu près 1000 experts visiteurs qui sont sur le terrain. Pendant une semaine, la visite c'est une semaine, où tout va être checké, regardé. Et là encore, pas du tout dans une optique de sanction, mais dans une optique effectivement de transparence, d'amélioration. Et on trouve tous ces éléments sur Caliscope pour tous, qui a été cité dans une table ronde précédente, donc qui est un produit grand public. Tout le monde peut aller sur le site de la HAS et s'il doit être opéré dans tel ou tel établissement, aller rechercher des informations sur tout ce qui s'est passé lors de cette certification, très détaillé. Donc là aussi, c'est un objectif de transparence. Et peut-être dans cet objectif de transparence aussi, on a un indicateur, enfin vous connaissez les PROMS, les PREMS, hein, qui sont autour de l'expérience patient, mais on en a un qui est développé très largement et qui est sans doute plus connu, qui s'appelle e-Satis, I pour électronique, parce que vous recevez des petits messages textes sur votre téléphone, et Satis pour satisfaction, et où justement on va interroger les patients, on va leur donner un numéro de téléphone potentiel à appeler si jamais justement il y a des complications pour qu'ils aient bien l'information de façon certaine. Et dans ce petit dialogue, je dirais électronique avec les patients, mais qui est très développé, il y a toute une partie de commentaires libres qui jusqu'à présent n'étaient pas très exploitables parce que c'était des PDF, enfin pour des raisons techniques. Et nous avons organisé avec notre mission data justement un petit concours, un hackathon innovation, pour pouvoir justement utiliser tout ce texte, ce commentaire libre, pour le redonner aux équipes et aux gens concernés pour pouvoir améliorer bien sûr aussi toujours cette prise en charge. Donc voilà pour un petit échantillon. Merci beaucoup Fabienne. En ce qui concerne la CNAM, la directrice des assurés pourrait-elle nous dire comment elle juge de la qualité des soins, comment elle la mesure, est-ce que c'est un objectif, qu'un objectif au cœur de l'activité de l'assurance maladie, ou est-ce que c'est on va la juger un peu sur un plan plus économique que optimisation du système? Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, je suis la directrice des assurés, donc je ne vais pas le juger sur le plan économique. La maison le juge sur le plan médico-économique, et moi, mon enjeu, c'est le numérateur, c'est le point de vue médical, la qualité des soins, qui peut être apportée effectivement à une notion d'efficience. Alors moi, ce que je voudrais dire sur le concept de qualité des soins, c'est qu'évidemment, il est... comme on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, en fonction des points de vue, on y introduit la dimension économique, on a introduit la dimension de la pertinence médicale. Je suis assez surprise qu'on puisse dissocier qualité et pertinence. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce point. Moi, il me semble que dans le contexte actuel, avec le virage ambulatoire, avec l'augmentation du pourcentage de maladies chroniques et du coût qu'elles représentent, l'enjeu, c'est le résultat pour le patient, parce que ce résultat pour le patient, il induit une dépense, il induit une contribution, une mobilisation des ressources professionnelles. Et donc, c'est à partir de ce résultat pour le patient qu'on peut construire un concept de qualité des soins. Et pour moi, il est assez simple en termes de résultat pour le patient. Je vais le faire à l'envers volontairement. C'est la satisfaction du patient. Je voudrais insister sur ce thème de satisfaction, parce que quand on parle du point de vue du patient, on n'est jamais très clair sur ce qu'on mesure. Est-ce que c'est de la satisfaction? Donc on dit c'est très subjectif. Le patient, de toute façon, il est toujours content. On entend ça aussi. Oui, enfin, on peut s'arranger pour qu'il soit content. Bon, voilà. Après, sa satisfaction, elle est sur quoi? Elle est sur son expérience avec le système, ou elle est sur son résultat en termes de qualité de vie, finalement, le résultat de santé qu'il obtient. Donc je pense que tous ces concepts-là, ça mérite d'être détaillé. Ce n'est pas simplement le point de vue du patient ou la satisfaction patient, il faut vraiment préciser ce qu'on en dit. Et comme l'a dit madame, et je voulais le dire avant, c'est pour moi extrêmement important. On sait dans la littérature scientifique que l'engagement du patient
se traite, s'améliore par l'empathie, par la qualité relationnelle avec l'équipe de soins. Et ça, c'est absolument clé parce que finalement, c'est un levier sur lequel on peut agir pour améliorer le résultat et que globalement, ce soit plus efficient. Premier point, la satisfaction. Deuxième point, bien sûr, l'efficacité. Espérance de vie, qualité de vie. Et là, on retombe sur l'évaluation du point de vue du patient. Seule personne qui est en capacité d'évaluer sa qualité de vie, c'est le patient. On a des échelles plus ou moins génériques. La Haute Autorité développe des outils génériques spécifiques en fonction des pathologies, en fonction des groupes de pathologies, pour pouvoir équiper les professionnels et les patients, les associations de patients, sur ces champs-là. Le troisième élément, c'est la sécurité, bien sûr. Et la sécurité, c'est très lié à la pertinence, parce que finalement, c'est toute la notion de bénéfice-risque que tous les médecins connaissent très, très bien. Et c'est les complications, c'est effectivement ne pas nuire, poser la bonne indication pour la bonne personne. Donc, voilà. La mesure du résultat me paraît absolument indispensable à l'amélioration de la qualité des soins parce que ce résultat il pourra être partagé globalement. Et après, une question d'échelle. Je pense qu'une des erreurs que nous avons faites, et je me mets dans la marque, c'est de raisonner par segment. C'est-à-dire qu'il y a l'hôpital, et puis il y a la ville, et puis il y a les établissements sociaux et médico-sociaux, il y a les questions plutôt sur le handicap, sur l'invalidité. Finalement, la personne, c'est toujours la même. Et donc, avoir un raisonnement populationnel, et je reprends le terme de populationnel, me paraît avoir le plus de sens. Donc, le chemin est long, parce que nous ne sommes pas... Il y a un travail important à faire sur le sujet. Et puis, deuxième élément important, j'ai beaucoup parlé du résultat. Le résultat, à partir du moment où on voit une alerte sur ce résultat, il y a quelque chose qui ne va pas bien quand on se compare. Ce résultat, il peut être global et puis être décliné, imputé à chacun des acteurs de soins. Chacun peut essayer de comprendre où est le maillon faible. Et pour essayer de comprendre le maillon faible, la seule solution, c'est de redescendre aux structures et aux processus pour pouvoir analyser et effectivement retomber, comme l'a dit Étienne, bien sûr, sur les sujets d'organisation des soins, de coordination qui sont avec un impact majeur. Donc, sur le plan de l'évaluation de la qualité des soins, puisque c'est notre sujet, je pense qu'il faut vraiment faire équipe. Comme on fait équipe dans le soin, il faut faire équipe sur l'évaluation et solidariser l'ensemble des acteurs autour de sujets. Et donc, effectivement, le niveau territorial paraît assez intéressant parce que la pratique de soins, aujourd'hui, elle n'est pas individuelle. Elle n'est plus individuelle, ou très, très peu, et qui a un vrai sens à raisonner collectivement. Alors, pour ça, l'assurance maladie, elle a commencé à faire des choses sur le parcours insuffisance cardiaque. Le directeur général en a parlé, avec des outils qui sont en miroir entre ceux qui sont fournis aux établissements, aux professionnels de santé isolés, aux équipes de soins dans les CPTS. Donc nous travaillons dans ce registre-là et j'espère bien que bientôt nous aurons les moyens d'avoir le volet patient de ces évaluations pour compléter l'analyse que nous sommes capables de faire à partir des données de consommation de soins et puis du lien qui se fait avec les données cliniques qui se développent et dont on a beaucoup parlé, mais ce n'était pas l'objet de notre table ronde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Catherine. Je vais passer la parole tout de suite à Marie Daudet. Merci d'être avec nous. Je vois qu'il fait beau à Paris, c'est sympa, mais ici il fait encore meilleur et on est très très bien. La DGOS, par rapport à cette notion de qualité, quel est un peu votre dogme de fonctionnement? Quelle est un peu la façon dont vous appréhendez le domaine au niveau du ministère? Et comment ça peut s'incarner, je dirais, jusque dans les territoires? Parce que comme le disait Catherine, et comme on le dit tous, c'est véritablement à l'échelon territorial qu'on va pouvoir arriver à faire monter cette notion de qualité de soins. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent. Donc, je crois qu'on ne peut que s'accorder sur le fait que la qualité doit et est un objectif fondamental de notre système de soins. On peut dire aussi qu'il y a certainement et encore beaucoup de marge d'amélioration et de progrès. La qualité aujourd'hui, c'est ce qui participe clairement de l'accès aux soins pour tous, un soin juste, au bon moment, au bon endroit, par le bon professionnel.
et elle doit pouvoir être mesurée à la fois à l'aune des professionnels qui doivent être embarqués dans la démarche et à l'aune du patient. Ça a été dit à plusieurs reprises. Il faut aussi avoir une mesure de la continuité du parcours du patient. On l'a dit, la qualité, c'est à l'hôpital comme en ville. Et c'est cette vision globale qui doit nous guider. Après, et ça a été dit aussi, la qualité n'est pas un objectif en soi, ou plus exactement, elle dépend d'autres choses, d'autres paramètres qui doivent nous guider aussi. Et il y a plusieurs notions qui ont été abordées, mais la qualité du système de soins, elle ne vaut que si l'acte qui est pratiqué est pertinent, que s'il est sécurisé et fait dans un environnement stabilisé, c'est-à-dire avec une organisation qui fonctionne, qui a les moyens pour fonctionner correctement et les garde-fous qui la sécurisent. Donc aujourd'hui, on a un peu toutes ces notions qui sont des notions un peu différentes mais entremêlées. Donc la qualité, elle est mesurée, ça a été dit à plusieurs reprises, par des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Donc ça, la HAS est bien sûr à la manœuvre, Fabienne l'a longuement décrit, mais ce sont des indicateurs qui doivent nous permettre et qui doivent permettre aux professionnels d'adapter leurs pratiques et d'analyser les résultats des résultats qui sont issus de ces indicateurs. On a des indicateurs de parcours, des choses sur lesquelles il faut qu'on avance aussi, en lien avec la HAS et la CNAM, sur tout ce qui est issu de Ma Santé 2022, sur des parcours de pathologie chronique. Là, c'est encore un peu différent. On axe les choses sur la coordination entre la ville et l'hôpital. Et là-dessus, on a également une marge de progression. On a aussi comme indicateur des indicateurs de vigilance dans la réforme des autorisations. Vous savez que ça, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler des indicateurs de non-qualité, des seuils qui doivent nous interpeller et interpeller l'ARS, puisque vous parlez du niveau territorial, interpeller l'ARS lorsqu'il comprend qu'il y a des seuils qui sont dépassés et des pratiques qui doivent pouvoir être adaptées. Et on a enfin des indicateurs plus spécifiques liés à tout ce qui est financement. C'est le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité, le modèle IFAC, qui permet de financer, d'obtenir des financements de la part des établissements en fonction d'indicateurs de qualité. Donc on a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont sur la table, mais encore une fois, ces indicateurs-là, si on veut pouvoir progresser, il faut qu'on puisse vraiment réfléchir et avancer sur tout ce qui est à la fois pertinence des soins, pertinence des actes, coordination ville-hôpital et tout ce qui est sécurisation et sécurité. Donc sur la sécurité, ça a été dit, Fabienne a cité la certification, il y a les seuils pour le coup d'activité qui sont mis en place dans le cadre de la réforme des autorisations, il y a l'accréditation des professionnels de santé. Il faut qu'on voit comment toutes ces notions peuvent s'articuler entre elles. Pour l'État, l'action de l'État et de la DGOS, c'est d'abord d'agir sur les différents leviers pour que ces indicateurs et toutes les actions qui sont menées puissent aboutir à des résultats, à des progrès, à des améliorations, y compris sur le terrain. Donc les leviers, quels sont-ils? C'est les leviers classiques, hein. Il y a ceux des professionnels. Encore une fois, il faut que les professionnels puissent être partie prenante de toutes ces démarches. Il faut que les professionnels acceptent de se former aussi tout au long de la vie. C'est toute la démarche de recertification qui est en train d'être mise en place pour pouvoir adapter leurs pratiques, qu'ils adhèrent aux procédures, par exemple, du type accréditation, pour pouvoir avancer dans le cadre de cette amélioration de la qualité. Ensuite, on a un levier financier, donc c'est le financement, j'ai parlé d'IFAC. On sait qu'il faut que l'IFAC puisse être réformé. La nouvelle réforme du financement des établissements de santé qui prend place là, dans le cadre du PLFSS 2024 qui a été présenté hier, prévoit un compartiment spécifique de financement à la qualité sur lequel il va falloir qu'on travaille et qu'on avance en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Et enfin, le troisième levier, c'est l'action de l'usager, c'est la participation de l'usager. Donc ça, je crois que ça a été largement dit autour de la table, mais il est bien évidemment que ce soit, comme disait Madame Grenier, la satisfaction de l'usager ou l'efficacité de l'acte qui a été pratiqué sur cet usager qui demain doivent nous guider dans l'amélioration de la qualité. Donc Fabienne a fait allusion aux PREMS et aux PROMS
qui commencent à être regardés du côté de la HAS. C'est beaucoup plus utilisé dans les pays étrangers que chez nous. Je pense qu'il faut qu'on puisse là-dessus progresser indéniablement, puisque c'est ce type de démarche-là qui met l'usager au cœur de la qualité qui doit nous permettre de pouvoir avoir de véritables résultats en lien avec les professionnels de santé. Merci beaucoup pour ce développement. Ça me suscite quand même deux réactions. La première, c'est, je trouve que je ne sais pas si Françoise est d'accord avec moi, mais le rôle du patient devient un peu incantatoire dans notre table ronde. C'est un peu l'ocapiduso qu'on met au milieu de la table, parce que c'est l'animal le plus rare. On tourne autour, on le regarde, mais fondamentalement, il n'y a pas, enfin, je ne sens pas, toi non plus, je crois, oui, une espèce de co-construction avec tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est que à vous entendre, on a une magnifique boîte à outils, mais une boîte à outils, si on n'a pas les artisans, si on n'a pas le management des artisans, si on n'a pas l'implication des artisans sur le terrain, ça va poser un vrai problème. Et c'est le problème qu'on se pose depuis une vingtaine d'années. Donc Françoise, et puis ensuite Daniel et Fabienne en troisième. Oui, tu parles d'artisans sur le terrain, Olivier. En effet, je pense que c'est vraiment en vie réelle sur le terrain. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot des recommandations. J'entends beaucoup d'amis médecins qui me disent les recommandations, non, c'est trop compliqué. Voilà, il y a ça aussi. Si j'en veux pour preuve la stratégie de transformation du système de santé, on y a participé avec l'ostéoporose. Et finalement, non seulement rien n'a changé, mais on va travailler ensemble, on va continuer. On a changé sur d'autres maladies, mais ça s'est aggravé. C'est-à-dire, il y a 6 ans, 5 ans, il y avait 12% des femmes, qui étaient 4,8 millions de femmes atteintes d'ostéoporose qui étaient prises en charge. Progressivement, maintenant, on arrive à moins de 9%. Donc, il y a la douleur, j'en ai parlé, je l'ai évoqué, c'est catastrophique. Et pourtant, ça touche toutes les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, mon Dieu, mais fais quelque chose. Ben, on va le faire ensemble. Donc, la vie réelle, c'est très important. La santé de la femme, je voudrais dire aussi un mot là-dessus, parce qu'on commence à avoir une prise de conscience. Tu as raison, vous avez raison, je vous ai bien entendu. La santé de la femme, c'est aussi un sujet très important et où il va falloir qu'on travaille parce qu'il y a en effet une inégalité, une iniquité et il faut sur le terrain travailler là-dessus. Il faut un peu de courage chaque jour. Hein. Les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants. Donc installons-nous pour pouvoir avancer, mais en vie réelle. C'est ça le parcours du patient. C'est ça tous ceux qui sont venus et celles qui sont venues me voir en disant « ça ne va pas du tout ». Et ça, c'est un drame français. Je le dis, j'ai entendu évidemment ce qu'a dit M. Picard, j'ai beaucoup apprécié, mais il y a aussi le fait, juste un dernier mot, qu'il y a cette bientraitance qui doit se faire entre les professionnels de santé eux-mêmes. Ça n'est pas évidemment anodin. Il faut que tous, les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, tout cela, il faut arrêter les combats d'arrière-garde. Ça, je crois que c'est très important. Et on peut être beaucoup plus performant autour et avec le patient. Sinon, on rate les éléments. Il y a des atouts dans chaque profession. Les pharmaciens ont des atouts importants sur le parcours du patient. Il ne faut pas l'oublier. Il faut travailler avec eux. Il y a 4 millions de Français qui passent chez les pharmaciens tous les jours. Daniel ? Juste un mot sur les artisans. Les artisans existent en fait sur le terrain. Moi, je vais prendre l'exemple, en tout cas, des infirmiers. On a mis en place, nous, une démarche qualité il y a déjà 8 ans. On a intégré dans cette démarche qualité, en fait, à peu près un peu plus de 1000 cabinets. Quand on sait nous sommes organisés en cabinet pluripraticien avec en moyenne 3,5 praticiens par cabinet, ça vous donne à peu près un chiffre. Ce n'est pas suffisant, etc. Alors cette démarche qualité, elle rejoint ce que je vous ai dit en propos liminaire, c'est qu'on est, nous, persuadés qu'il faut créer un écosystème favorable pour derrière, effectivement, faire émerger en fait, cette notion de qualité des actes, qualité des prises en charge. Donc nous, on a une démarche qui est basée sur une centaine de critères, avec un audit. C'est beaucoup. Avec un audit en fait, qui est la racine carrée de l'échantillon, mais c'est ce qui se pratique habituellement en fait, dans toutes ces études-là. Et on va aider les professionnels, non pas de manière stigmatisante, mais en les accompagnant à améliorer ces indicateurs. Et on est parti d'un postulat de base qui était de dire on ne va pas créer de contraintes supplémentaires, mais par contre, on va screener la totalité du cadre réglementaire et légal et voir si ces professionnels répondent à la totalité. On se rend compte que
Non, pas tous. Et effectivement, on les accompagne pour... En créant ça, on crée un écosystème, et je vous parlais d'écosystème tout à l'heure, favorable à l'émergence de la qualité dans les actes derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez en fait, dans un cabinet pluripraticien le regard de vos pairs, vous n'exercez pas de la même manière que si vous exercez tout seul. Et nous, on a cette particularité liée à une contrainte forte qui nous est imposée, c'est-à-dire la continuité des soins. On ne ferme pas nos cabinets, nous, le vendredi, et pour les rouvrir le lundi. On prend nos patients en charge du lundi au dimanche. Et donc, ça nous a imposé d'être en cabinet pluripraticien, donc d'avoir forcément le regard de nos pairs et des patients depuis des années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça existe. On n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Les pharmaciens le font. Les biologistes l'ont fait aussi par le biais mais sur des contraintes beaucoup plus lourdes d'accréditation. Donc, il y a aujourd'hui, en fait, on n'est pas à une soupe primitive. Mais par contre, ça demande à être un petit peu organisé et également accompagné. Alors, je vais donner juste un exemple. J'entends bien les recommandations de la HAS. Effectivement, on les regarde avec beaucoup d'intérêt. On voit très bien comment ça se construit avec les CNP aujourd'hui. Donc, les CNP guichets uniques dont je parlais tout à l'heure qui ont été mis en place il y a quelques années, avec des degrés de maturité au niveau des CNP selon les professions qui ne sont pas les mêmes. Mais je vais vous donner en fait le budget du CNP des infirmiers pour plus de 600 000 professionnels. C'est moins de 200 000 €. C'est pas beaucoup. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir demander au CNP de répondre à la totalité de la commande avec un budget de ce type-là? Donc, la qualité et la démarche qualité, ça se paye. Fabienne. Oui, c'est vrai qu'on a parlé, Marie et notamment et Françoise, on parlait des parcours patients et notamment ceux qui étaient ciblés dans Ma Santé 2022. Je n'ai pas évoqué ce sujet, mais c'est vrai qu'on a une mission data à la HAS depuis peu, qui justement essaye de capitaliser sur l'ensemble, que ce soit côté entrepôt de données santé, mais surtout c'est SNDS, c'est-à-dire le système national des données de santé. Voilà, je développe l'acronyme pour que tout le monde s'y retrouve, qui est issu des données de remboursement, et qui nous permet d'avoir des informations. On a essayé de faire, coïncider les recommandations de bonnes pratiques qui sont co-construites quand même avec des professionnels de santé, des CNP, des patients, avec une méthode très transparente et participative à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a fait notamment pour la BPCO, qui est le premier sujet qui a été développé justement par la HAS. Je regarde Catherine parce qu'elle y a contribué quand elle était à ses fonctions précédentes. Et donc, c'est un beau développement parce que ça permet donc d'avoir les codes sources en open data, donc de dire voilà ce qu'est le parcours idéal avec ce qu'on peut recenser dans le SNDS, c'est-à-dire ce qu'on peut recenser dans les données de remboursement, ce qu'on peut taguer comme données. Voilà les codes sources et donc aux ARS de s'en saisir pour regarder s'il y a des trous dans la raquette en termes d'offres de soins. Tu parlais d'artisans, justement. Est-ce qu'il y a des pans qui ne sont justement pas couverts dans les territoires? Et donc l'idée, c'est d'adapter aussi la stratégie régionale de santé en utilisant justement ces parcours en open data et regardant un petit peu ce qui manque dans telle ou telle région. Alors évidemment, ce n'est pas de la magie, c'est-à-dire ça ne va pas faire apparaître des professionnels de santé qui ne sont malheureusement pas sur le terrain. On en vient toujours là. Mais en tout cas, ça va donner des clés pour savoir où sont les trous les plus importants dans le parcours et, pour reprendre ce qui a été dit jusqu'à présent, en ayant un scope plus large, en essayant de ne pas être sur un segment ville, hôpital, domicile, puisque le virage domiciliaire est très important, hein, et en essayant d'avoir l'ensemble justement du parcours et en regardant là où il faut ajouter et poser une attention particulière par territoire. Alors Frédéric, la vision du Scottish Guy sur le retour en France, c'est quoi? C'est du brutal landing? C'est-à-dire de ce que je constate, non, je vois qu'il y a du travail de fait et souvent en fait c'est une mise j'imagine une implémentation de toutes ces mesures qui sont peut-être difficiles. Mais justement, je voulais juste dans les quelques minutes
que vous me laissez. Je voulais parler justement de ces mesures et des audits, parce que c'est quelque chose, ce sont des outils bien sûr très importants. Notre hôpital, on fait plus de 4000 prothèses par an. Et ils veulent monter jusqu'à 7000. Donc, c'est-à-dire que ça va être quasiment la moitié des prothèses d'Écosse. On en est à plus de 25%. Et donc, c'est une véritable usine à prothèses. Je suis désolé d'employer ce terme, c'est péjoratif, mais en réalité, ça implique beaucoup de bonnes organisations et puis surtout une évaluation qui soit absolument permanente. Et je vous en donnerai 3 exemples. Le premier, c'est au niveau des patients. Les patients sont tous vus avant l'intervention chirurgicale en une fois. Et ils vont voir absolument tous les praticiens. Les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins, en une seule fois. Et bien sûr, ceci est dû au fait que la plupart des patients viennent d'endroits géographiques éloignés, donc il faut optimiser ça. Et il y a un rapport qui est fait entre les gens du préopératoire et de ce qui va se passer en post-opératoire. La décharge, la sortie de l'hôpital est organisée en préopératoire. On parlait tout à l'heure des pharmaciens. On a fait un audit pour vérifier quel pourrait être le rôle des pharmaciens. Parce qu'il y a des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux en permanence. Et on a vu, après avoir audité 500 patients, que 25% n'avaient pas la bonne dose, 25% ne les prenaient pas au bon moment. Il y avait 15% des gens qui avaient des associations médicamenteuses qui n'étaient pas bonnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous augmentez le risque de complications immédiatement après l'intervention chirurgicale. Donc, depuis maintenant 3 ans, il y a un pharmacien, systématiquement, pour toutes les consultations préopératoires, qui va organiser les anticoagulants, se mettre en relation avec les équipes qui s'occupent de la douleur et pour préparer la sortie, parce que c'est comme ça qu'on peut l'optimiser. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, sur les audits très courts, oui, c'est pour le staff. On a des audits qui sont en permanence sur notre nom. Et par exemple, on distribue au hasard 50 questionnaires à des patients que vous voyez. Vous ne savez pas qui sont ces patients. Et ils vont mettre un avis sur sur la qualité de vos soins. Et ensuite, il y a une évaluation qui s'appelle 360 degrés, qui fait que vous pouvez être évalué par tous les personnels qui travaillent autour de vous. Ça peut être vos collègues, ça peut être une infirmière, ça peut être des aides-soignants, ça peut être des porteurs, ça peut être... Voilà. Et c'est une évaluation qui est obligatoire tous les 4 ans. Enfin, la dernière chose, c'est l'institution. L'institution va enregistrer toutes les données de façon indépendante du chirurgien. Et donc ça, c'est un élément important pour inciter à la qualité, parce que quand on voit, par exemple, qu'il y a plus de complications dans un endroit où ils font peu de révision, par exemple, de prothèses de genoux, eh bien, ça les incite à envoyer ces prothèses auprès d'institutions qui en font beaucoup. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire sur les instruments de mesure qui nous permettent d'évoluer. C'est tout à fait passionnant. Et ce serait bien qu'on s'en inspire un peu de ce modèle, parce qu'on en a besoin, en particulier sur le terrain. Alors, Catherine, vous avez abordé un sujet qui est un sujet hyper important, c'est qu'il y a le soin, mais il y a la qualité de la prise en charge globale. Quand on est une personne âgée dépendante, on est à l'EHPAD. Il y a tout ce qui concerne le médico-social. Il y a tout ce qui concerne si on souffre d'un handicap ou si on est un enfant qui souffre d'une maladie rare. Il y a une prise en charge qui est beaucoup plus holistique, une vision beaucoup plus holistique. Comment on fait pour essayer d'approcher cette dimension-là, qui ne soit pas simplement celle des professionnels de santé avec les établissements ? Le fait de partir du résultat pour le patient nous permet de capter l'ensemble de ces éléments. La démarche holistique, elle est dans le résultat du patient. C'est la déclinaison qui est faite ensuite par chacun des acteurs en fonction du résultat qui lui est imputé. Donc la difficulté, évidemment, dans un résultat global, c'est de l'imputer correctement aux différents acteurs, mais ça peut se travailler. Et je pense que l'ensemble du champ doit être, de manière multiprofessionnelle et multidisciplinaire, couvert.
On a de nombreuses initiatives. Je voulais dire aussi qu'il y avait de nombreuses initiatives sur le terrain en France aussi, que ce soit dans des établissements de santé, que ce soit dans des maisons de santé pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui finalement ont un impact sur les pratiques locales, et c'est très bien, mais finalement n'ont pas de visibilité globale, parce que comme on ne peut pas comparer les résultats globalement, parce que sauf à la marge sur des cas particuliers, on n'a pas cette vision globale. Donc c'est extrêmement important de repartir du résultat pour le patient. Et le patient, c'est une personne avec toutes ses dimensions. Et ça couvre l'ensemble des dimensions. Et est-ce que mon espace santé va servir aussi à ça ? J'espère bien. J'espère bien. Mon espace santé, il va déjà faciliter la coordination entre les équipes de soins et faciliter la coordination entre le patient et son ou ses équipes de soins, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que d'avoir un médecin généraliste, un spécialiste et une infirmière. C'est des fois un peu plus compliqué. Donc, c'est un entrepôt de données individuelles qui peut être accessible à toutes les personnes qui sont intéressées aux soins d'un patient et que le patient autorise. C'est important, ça aussi. C'est aussi un outil de prévention. L'assurance maladie, avec le ministère, travaille beaucoup à la manière dont on peut passer des messages de prévention au travers de mon espace santé, donc des messages de prévention qui sont ciblés en fonction de l'âge et du sexe, ce n'est pas très compliqué. Plus intéressant sera de pouvoir cibler des patients en fonction de leur pathologie, toujours évidemment sous la condition qu'ils sont d'accord, mais c'est extrêmement utile de pouvoir cibler les patients avec des maladies chroniques pour leur dire de se faire vacciner contre la grippe, ou tout autre message de suivi. On peut aller loin dans l'accompagnement des patients. Il y a beaucoup d'initiatives sur ces sujets aussi, ça foisonne beaucoup. Je pense effectivement que mon espace santé peut permettre d'intégrer avec les applications référencées, avec le profil central dans le profil médical qui est l'outil central de mon espace santé pour le patient. On a c'est très prometteur pour aider à la simplification et à une prise en charge intégrée. La parole après. Marie, je voulais vous poser une question par rapport à tout ce que vous avez entendu, et en particulier l'expérience de Frédéric. Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'on va continuer à avoir des indicateurs comme ça, ou est-ce qu'on va trouver une manière un peu plus managérielle, je dirais, d'accompagner les équipes hospitalières et créer surtout du lien entre la ville, l'hôpital, le médico-social, pour faire en sorte que ces parcours deviennent une vraie réalité. Parce que, comme le dit Françoise, à l'heure actuelle, ce n'est pas une réalité. Alors, oui, vous l'avez dit, de toute façon, la boîte à outils existe, effectivement, avec de nombreux indicateurs. Il faut qu'on arrive maintenant à creuser les pistes qui s'ouvrent devant nous, et dont beaucoup ont été développées là. Donc, il y a le rôle de l'usager, ça a été dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est vraiment important de redire que le fait de mesurer l'amélioration de son état de santé et de voir aussi s'il a pu être remis dans un parcours peut être tout à fait utile. Et ça, on a encore des progrès à faire. Si quelqu'un est bien opéré, mais qu'après il est mal rééduqué parce qu'il n'y a pas eu la bonne coordination, la bonne coopération entre la ville entre l'hôpital et la ville, objectivement, le résultat n'est pas probant. Et donc, en remettant à la fois un coup de projecteur, effectivement, sur le rôle de l'usager, la place de l'usager, et sur la coordination et le rôle du parcours, on doit pouvoir arriver à progresser. Le deuxième levier qu'on a, je l'ai dit, c'est le financement, où là, il faut qu'on arrive à progresser sur la prise en compte de la qualité dans le financement. Et peut-être le troisième point qu'on n'a pas tellement abordé là, mais que j'ai essayé de dire en introduction, c'est qu'encore une fois, la qualité pour la qualité, ça ne sert à rien, et qu'un acte qui n'est pas pertinent, même s'il est bien fait, à la fin, le patient sera peut-être satisfait, mais en soi, on n'aura pas atteint ni un objectif individuel, ni un objectif collectif atteignable. Donc il faut qu'on arrive, et ça aujourd'hui, objectivement, c'est quand même un terrain vierge. On n'a pas encore suffisamment avancé sur la pertinence des actes en eux-mêmes. Et donc il faut qu'on arrive à converger pour avoir à la fois une prise en compte du résultat par l'usager, une coordination ville-hôpital et une mise en place de parcours qui soit efficace, et qu'on travaille absolument sur la pertinence des actes. Un acte, pour quoi faire ? Voilà. Tu veux 30 secondes alors ? Une seconde.
Oui, juste pour rebondir vraiment sur ce que vient de dire Marie et qui est très important, on publie à la Haute Autorité de Santé justement des fiches sur la pertinence des actes, et notamment avec notre mission data aussi. On a fait récemment plusieurs fiches, l'une sur la prise en charge du genou douloureux, où on montre qu'il y a beaucoup d'IRM qui sont faits de façon inappropriée, qu'on pourrait prendre en charge différemment, justement, de façon globale. Hein, on regarde le SNDS toujours. L'autre sur la prise en charge de l'épaule douloureuse aussi. Donc voilà, ce sont deux exemples où là, on a des outils qui mesurent, expliquent et mettent des chiffres sur cette pertinence. Bon, ben ça va dans le bon sens. C'est ce qu'on peut se dire. Françoise, je vais me faire gronder par Guy, mais allez. Je rebondis. Bon, alors c'est fini. Alors, si Guy a dit que c'était fini.